Bon, je crois que on peut commencer. Voilà, je testais pour m'assurer que dans la grande salle, ils ont le son, c'est parfait. Donc, merci en tout cas, chers participants, d'être présents ce midi. En tout cas, il est midi au Cameroun pour échanger sur les problématiques des villes intelligentes à l'africaine, on va dire. Je ne vais pas revenir sur les chiffres par rapport aux réalités de nos villes. Je laisserai le soin éventuellement à Jérôme lors de nos échanges d'en reparler. Mais en tout cas, je me présente, je suis Willy François et c'est l'initiative que nous, jeunes Camerounais, portons, l'initiative du laboratoire que nous avons souhaité inaugurer aujourd'hui. Jeunes Camerounais, nous avons dans notre espace de travail un centre de formation Eurocagio. Monique est en ligne. Nous avons l'entreprise Bureau d'études Sogefi au Cameroun. Nous avons l'association OpenStreetMap qui promeut la collecte des données et la mise à disposition à l'échelle libre sur le territoire. Donc, et nous avons un ensemble de partenaires avec qui nous travaillons. Et face aux enjeux des villes africaines, nous avons estimé, en tout cas du moins pour le Cameroun, que c'était pertinent de créer un laboratoire voué à l'innovation à l'échelle urbaine, qui devait fédérer les acteurs de l'innovation digitale à l'échelle locale, promouvoir les technologies basées sur la géolocalisation open et pour répondre aux enjeux que vous savez déjà tous. Donc moi-même, je suis diplômé de l'école supérieure urbaine topographe du Mans. Donc j'ai un background plutôt d'ingénieur juriste sur les questions foncières et pour répondre aux questions foncières, naturellement la cartographie est incontournable. Et le paradigme d'aujourd'hui, c'est que bon, les États qui produisent la carte, mais aujourd'hui, les citoyens aujourd'hui sont les acteurs incontournables dans la production, peut-être la mise à jour de l'information avec les nouveaux systèmes que nous avons sur nos territoires. Donc, nous travaillons au Cameroun avec un ensemble de collectivités territoriales décentralisées. Nous promouvons un ensemble de solutions, mais nous avons souhaité aujourd'hui réfléchir de manière globale sur l'Afrique, sur les enjeux des villes africaines. Et qui de mieux que Jérôme, qui est un expert sur la question et qui travaille depuis longtemps sur les problématiques des villes en Afrique et des villes du Sud, pourra nous donner en fait quelques éléments sur les recherches, les travaux qu'il mène et on pourra échanger avec les participants présents. Donc, pour ce qui est du déroulé de la journée, ça va être très simple. Nous avons en présentiel une trentaine d'étudiants ou d'acteurs de la Digital College de Paris. On aura Joël qui va présenter en quelques minutes ce que c'est de la Digital College. Ensuite, je passerai la parole à Jérôme pour échanger. Donc, ça va être vraiment sans protocole, un échange détendu sur la problématique du jour. Je tiens à préciser qu'on a décidé de faire le lancement de ce laboratoire aujourd'hui précisément parce que c'est le 11 février et c'est pas un jour neutre, c'est la journée de la fête de la jeunesse camerounaise et on ne savait même pas que le thème qui a été choisi devait être orienté sur jeunesse, paix et implication dans les questions de gouvernance locale. Donc, l'État camerounais aujourd'hui, pour le thème de la journée de la jeunesse, a justement mis les jeunes au centre de la décentralisation. Et ça tombe bien qu'on ait cette rencontre aujourd'hui pour en parler. Donc, en présentation, nous remercions déjà la Digital College de Paris d'être présent. Je vais passer la parole à Joël pour nous expliquer et nous dire rapidement qu'est-ce que c'est que la Digital College. Bonjour, bonjour à tous, bonjour aux panélistes qui nous suivent depuis plusieurs pays. Un bonjour particulier aussi à tous les étudiants du Digital College qui ont bien voulu prendre part à cet événement majeur. On sait très bien comment la question de ville intelligente touche particulièrement le digital. Nous sommes à une ère où les transformations numériques ont besoin de plus en plus de compétences. C'est dans cette optique qu'on a pensé le Collège de Paris, qui est un ensemble de plusieurs universités françaises,
a mis sur pied des compétences et une école propre au digital qu'on appelle Digital College. C'est présent dans plusieurs campus. Nous avons un campus au Maroc, en France, en fait plusieurs en France. Nous avons aussi au Cameroun 2 campus, à Douala et à Yaoundé. En gros, la vision du Digital College, c'est de mettre à profit sur le marché de l'emploi des compétences clés dans le domaine du digital, que ce soit en cybersécurité, en développement web mobile, en marketing digital, en communication et influence, en management des projets digitaux. Et quand je parle de management des projets digitaux, je vois une corrélation beaucoup plus avec le management des villes intelligentes sur la thématique propre qui sera aujourd'hui. J'espère vivement que les exposés de Monsieur Chanel, voilà, Monsieur Chanel seront la bienvenue pour tous les étudiants qui sont connectés, parce qu'on a des étudiants présentiels et des étudiants qui sont connectés, qui n'ont pas pu faire le déplacement. Donc en gros c'est ça. Si vous voulez plus d'informations, vous tapez tout simplement www.digitalcollege.fr et vous allez atterrir sur notre plateforme. Donc, merci et je reste ouvert à toute autre préoccupation. Merci beaucoup, Joël. Donc, et merci encore à tous les participants d'être connectés pour cet échange de ce midi. Alors, l'invité principal et l'invité d'honneur qui a bien voulu à Jérôme Chénat. Jérôme, je pense qu'il est mieux qu'on te passe la parole. En quelques minutes que tu te présentes, ça va être simplement des échanges, quelques petites questions, mais je crois que c'était déjà ouvert sur la fiche pour nous donner ta compréhension des enjeux lorsqu'on parle de ville intelligente. Mais je crois que déjà ta présentation. Et ensuite, pour tous ceux qui ont des questions, pour que ce soit plus interactif, vous avez le choix, soit d'écrire dans le chat, pour poser directement vos questions, soit juste de signaler dans le chat que, en parenthèse, prise de parole, on vous donnera la parole à tour de rôle pour soit réagir sur ce qui sera dit, soit compléter ce qui sera dit, ou bien donner votre point de vue. On a 1 heure, donc d'ici 1h20, on aura terminé notre call. En tout cas, merci beaucoup, Jérôme. Voilà, vous avez la parole pour vous présenter. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Très bien, merci, très bien. Ok. Alors, moi, je suis à Dakar, donc il est 11h18 pour moi depuis Dakar. Juste peut-être quelques mots. Donc, moi, je suis architecte de formation, urbaniste de déformation, puisque en Suisse, où j'ai fait mes études, il n'y a pas de formation d'urbaniste, donc j'ai fait ça sur le tas, comme on dit. Et puis ensuite, j'ai fait une thèse sur les questions de planification des villes du Sud et notamment des villes africaines en sociologie urbaine. Et puis maintenant, j'ai plusieurs casquettes où j'opère parfois comme consultant international pour des grands projets ou des plutôt restructurations de quartiers précaires ou des schémas en conseil avec des politiques publiques ou politiques urbaines. Ça, c'est une première casquette. La deuxième casquette, je suis directeur d'un laboratoire de recherche à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, le PFL, où là, on traite de questions territoriales. Et ce qui m'intéresse, c'est la formation des territoires et la compréhension du lien qui se fait entre une forme urbaine ou une forme territoriale au sens large et ses usagers. Et puis, ça c'est ma seconde casquette. Et puis, la troisième casquette, je suis aussi directeur d'un centre de recherche. Donc, on a des laboratoires et des centres de recherche à l'EPFL qui s'appelle Excellence in Africa et qui souhaite promouvoir la recherche et la formation dans les domaines du digital, mais pas forcément que sur les questions urbaines cette fois, sur l'ensemble des questions polytechniques. Donc, on traite aussi bien des questions liées à l'énergie, à la santé publique, que des questions d'environnement ou encore de machine learning. Voilà en quelques mots ma situation actuelle et mon à ces smart cities, notamment à travers un certain nombre de grands projets, puisque
Je pense qu'il y a des représentants de plusieurs pays et je crois qu'à peu près dans tous les pays d'Afrique, on doit avoir au moins un grand projet de Smart City, ce qui est assez intéressant et ce qui pose plusieurs questions. Et moi, j'aimerais juste donner peut-être trois aspects qui sont peut-être pas directement centraux. Ils sont peut-être un peu en marge, mais qui pourraient nous faire réfléchir. Bon. Il a parlé de l'open access et de cette motion finalement des données. Alors il faut savoir que traditionnellement, celui qui a la donnée est l'homme riche. Ça c'est très clair. Si vous avez la connaissance et si vous avez la donnée, c'est vous qui avez le pouvoir. Sauf que ça, c'est en train de basculer totalement. Et je ne parle pas que de l'urbain, c'est qu'aujourd'hui, on a des possibilités de voir et de comprendre des choses qu'on ne pouvait pas comprendre et voir avant. Et donc aujourd'hui, l'homme riche est celui qui donne gratuitement les données et plus celui qui les a. Pourquoi? Parce qu'il y a une jeune génération qui l'a comprise et il y a une moins jeune, je veux vexer personne, génération qui s'attache toujours traditionnellement à avoir la donnée. Je prends un exemple d'un pays d'Afrique qui avait acheté des avions de chasse et qui jurait les grands dieux qu'il n'avait pas acheté d'avions de chasse, c'était il y a quelques années, et puis le satellite de Google permettait de compter le nombre d'avions de chasse qu'il y avait sur l'aéroport. Donc, on peut cacher des choses, on peut à un moment donné imaginer qu'on peut garder toutes les données, mais on est de toute façon en train de se faire déborder totalement. Aujourd'hui, avec l'imagerie satellitaire, avec les projets Sentinelle, vous arrivez dans des situations où on peut comprendre et apprendre des choses qu'on ne pouvait pas jadis. Tout ce qui est du remote sensing, c'est juste des choses assez incroyables et qui nous donnent des compréhensions. Aujourd'hui, on peut suivre, on peut quasiment faire avec la téléphonie mobile et avec les images satellites, on peut faire des suivis de migration, on peut faire des suivis des braconniers dans les réserves qui sont en train de tuer les éléphants, on peut faire des choses comme ça qu'on ne pouvait pas faire avant. Je ne mets pas de jugement de valeur là derrière, je ne dis pas c'est bien, c'est pas bien, je dis juste qu'on est vraiment au début d'une révolution. Et donc, il faut, qu'elle soit urbaine ou pas, il faut qu'on arrive à prendre conscience de ça et qu'on arrive à suivre ce mouvement. Parce qu'il y a des grandes boîtes et des multinationales qui sont déjà beaucoup plus en avance que n'importe qui. Hein, les meilleurs urbanistes aujourd'hui, c'est sans doute Google, Facebook, qui sont bien meilleurs urbanistes que Jérôme Chenal parce qu'ils ont l'ensemble des données à disposition qui comprennent comment sont les gens. Bon, ça c'est la première chose. Deuxième chose, là derrière, c'est qu'il y a un renversement, je dirais, de la donnée qui correspond aussi à un élément extrêmement important. Alors, j'ai plus les chiffres précis en tête, vous m'excuserez, mais en gros, on a une population des moins de 25 ans qui va être de 60 ou 70% sur l'ensemble du continent. Bon. Donc, on a une génération et une population extrêmement jeune sur l'ensemble du continent africain. Un petit peu d'exception au nord de l'Afrique. Et donc, à un moment donné, il faudra aussi s'interroger ce qu'on fait avec tous ces gens. Parce que ces gens, c'est des usagers de la ville et de nos territoires. Et si vous regardez la moyenne d'âge dans les assemblées nationales de vos pays respectifs, vous verrez qu'il y a un décalage très, très grand de représentativité entre un pouvoir en place et une gouvernance qui est extrêmement âgée et une population, une force vive qui est extrêmement jeune. Et là, on est au-devant d'un grand souci parce que la révolution numérique, elle est sur cette génération extrêmement jeune où les gens de plus en plus sont natifs de ces technologies. Et la prise de décision sur la ville ou sur ces technologies-là est faite par des gens qui ont très peu d'accès à ces technologies. Je prends ceux qui m'ont déjà entendu, je prends l'exemple de mes enfants de 5 et 7 ans. Pour eux, ça semble logique qu'on mette la main sur un écran et qu'on balaie pour faire tourner des pages. Et quand ils vont sur la télévision et que ça ne tourne pas les pages, ils se posent la question de pourquoi ça ne se tourne pas. Eux sont nés, quand on va parfois dans une voiture
où il y a la radio, c'est le seul moment où ils ont la radio, ils ont compris très tard qu'on ne pouvait pas choisir les chaînes, on ne pouvait pas choisir sa musique. Pourquoi? Parce qu'eux sont nés avec Spotify, avec Apple Music et avec le choix total. De nouveau, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, simplement la différence, c'est que moi, quand je suis né, j'avais chez mes parents la télévision en noir-blanc et il y avait 2 chaînes, 3 chaînes, et mes enfants sont nés avec Netflix. Et c'est des choses totalement différentes qui vont imprimer de manière différente nos réalités et nos manières de faire. Et donc ça, à un moment donné, c'est une discussion qu'il faudra ouvrir. Et celle-là, elle n'est pas du tout ouverte pour l'instant. Ça, c'est très clair. Et aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que les gens qui prennent les décisions sur les villes, sur les smart cities, mais globalement sur les villes, sont des gens qui ne sont pas nés avec le digital. Et donc, ils n'ont pas cette compréhension du digital. Et moi, je suis né bien après l'avènement de Netflix et autres systèmes. J'ai la chance de m'y intéresser, mais mon système et ma structure de pensée, elle est ancienne par rapport à mes enfants qui, eux, seront directement nés et qui auront une structure de pensée. Et c'est ces structures de pensée qui font ensuite la gouvernance et qui font ensuite la manière dont on gère et on planifie les villes et dont on conceptualise tout ça. Troisième élément que je voulais donner, c'est sur ces smart cities directement. Donc, vous avez vu ces deux éléments un petit peu annexes, puisqu'on parle de données, on n'est toujours pas sur véritablement la smart city. On pourrait avoir des données qui viennent d'à peu près partout. On a une jeunesse et puis on a maintenant 3 niveaux de ville, je dirais. Alors, il y a 3 niveaux de smart city. Il y a premier niveau le plus facile. C'est le niveau rêvé de tous. C'est qu'on construit une ville nouvelle sur des terres vierges, on met tous les capteurs, tout ce que vous voulez, on connecte avec des ordinateurs et ça, on fait une smart city comme tout le monde le rêve, comme IBM nous l'a prédit, fait d'ordinateurs, d'écrans, de capteurs de senseurs, tout est intelligent et tout fonctionne. Bon. Ça, c'est le niveau, je dirais, zéro de la smart city, c'est le plus simple, c'est le plus littéral. Ensuite, on a le niveau supérieur qui est la ville existante où on commence dans cette ville-là à jouer d'un peu d'intelligence avec quelques capteurs, quelques écrans, quelques gestions un peu plus efficaces. Mais on est sur de l'existant, donc c'est extrêmement dur de tout casser pour refaire. Et malheureusement, on n'avait pas prévu à l'époque qu'il fallait telle et telle chose ou que 50 ans plus tard, on aurait besoin d'un capteur pour gérer les feux de circulation. Bon, ça, c'est le deuxième niveau, un peu plus compliqué. Et on a le troisième niveau, qui est celui de la ville africaine, où il y a 1 milliard de senseurs qui sont le milliard ou le futur milliard d'habitants. Et c'est celui-là qui m'intéresse, c'est que chaque habitant devient un user sensing, c'est un capteur, c'est un utilisateur qui ensuite nous fournit de la donnée. Et ça veut dire que la ville intelligente, elle existe déjà, puisqu'elle est faite de toutes ces intelligences et collectivement, elle est faite de tous ses habitants. Et c'est celle-là qui m'intéresse le plus parce que c'est à la fois celle qui existe, sur laquelle on peut travailler, et c'est celle qui ne demande pas de revoir de manière drastique toutes tout ce qu'on va faire. On n'est pas obligé de refaire des villes à côté, on n'a qu'à prendre une ville et je vous garantis qu'il suffit de regarder les gens faire et vous verrez que cette intelligence, elle existe. Et ce qu'on appelle le secteur informel en Afrique subsaharienne, c'est une source inépuisable d'intelligence. Ce secteur informel n'a d'informel que son nom, forcément. C'est une structuration sociale. Lorsque je suis maintenant aujourd'hui à Dakar, lorsque je vois passer un car rapide par la fenêtre de mon hôtel, derrière le car rapide, il y a un chauffeur, il y a un propriétaire, il y a un apprenti, il y a une famille, il y a des familles, il y a des groupes, et tout ça est extrêmement bien organisé. Sauf que ça sort des prérogatives ou du contrôle
stricte et directe de l'État, mais ça existe, ça c'est organisé. On a autant de chauffeurs qui sont aussi des censeurs qui pourraient nous fournir de la donnée. Et c'est eux la ville intelligente. C'est vous et moi. Et nous, on est dans une situation un peu schizophrénique. Pourquoi? Parce que comme professionnel de l'urbain, on est à la fois utilisateur et à la fois on analyse et on utilise en même temps. Et ça, c'est extrêmement difficile. Et c'est une des grandes pierres d'achoppement avec certains de mes collègues, c'est que comme professionnel de l'espace, on doit avec urgence arrêter de dire aux habitants et aux autres ce qu'ils doivent faire, ou alors nous-mêmes devons le pratiquer. Pourquoi? Parce qu'il y a un gap entre l'idée qu'on se fait des choses, prendre les transports publics, mais moi j'ai le droit de prendre ma voiture. Non, si tout le monde prend les transports publics, moi aussi. Donc on doit, en tant que professionnel, reconnecter la personne qu'on est entre le professionnel et l'usager de la ville, pour devenir nous aussi une personne qu'on peut analyser, et c'est à travers les propres pratiques qu'on a au quotidien qu'on peut commencer à comprendre les choses. Et ça, c'est extrêmement important. C'est que, et je terminerai là-dessus, c'est que pour moi, à la fois les habitants sont une source de créativité et d'innovation et sont des senseurs. Chaque habitant a un téléphone portable, laisse des traces GPS. Chaque habitant fait un certain nombre de choses qui nous permettent de savoir où ils sont et comment ce qui bouge. Et c'est cette analyse de données qui, pour moi, est intéressante et qui fait la ville intelligente. Et ce n'est pas la gestion des flux qui m'intéresse, c'est l'usage des habitants de la ville. Et c'est à travers ça qu'on doit commencer, c'est à travers cet usage qu'on doit commencer à réinterpréter les choses et commencer à se poser les bonnes questions. Et cet usage, on l'a de toute façon, il existe, et c'est de la donnée qui est là, qui est libre, qui est gratuite. Et cet usage, ça doit être la base même de nos réflexions, donc on doit reprendre, pour moi, pour terminer là-dessus, la Smart City. L'intelligence d'une ville est lorsqu'elle répond aux usages de ses habitants. Et ça, c'est extrêmement important, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il y a un gap ou une certaine schizophrénie chez les professionnels dont je suis aussi. C'est en fait c'est que nos pratiques et nos recommandations sont souvent pas les mêmes ou sont souvent opposées. Bon, je me souviens d'une discussion dans un pays que je ne citerai pas, avec un ministre de l'urbanisme que je ne citerai pas, qui me disait qu'il fallait vraiment arrêter avec le jeu du foncier. Bon, comme on était amis, je lui ai dit, oui, mais toi, tu as beaucoup de parcelles. Il me dit, bien sûr, moi, je suis obligé d'avoir beaucoup de parcelles. Je dis, mais on ne peut pas dire qu'il faut arrêter de distribuer des parcelles si toi-même, qui est en train de dire qu'il faut arrêter de distribuer des parcelles, tu en as des quantités à toi. Donc, il faut reconnecter en tant que professionnel notre usage de la ville avec nos bonnes recommandations. Voilà en quelques mots. Pour démarrer un petit peu la discussion, et peut-être, j'espère que ça titille un peu les choses. Merci beaucoup, Jérôme. Effectivement, on démarre fort parce que à l'entame de tes propos, tu tout de suite rentres comme ça dans la problématique, parce que j'allais poser la question de d'où nous vient cette idée bizarre des villes intelligentes, mais je crois que on pourra revenir dessus pour savoir finalement d'où ça nous vient, peut-être vis-à-vis des objectifs de développement durable et tout ça, mais c'est pareil, les villes intelligentes en Afrique existent déjà, ou les villes intelligentes existent déjà en Afrique, on peut la prendre comme on veut, il suffit d'ouvrir les yeux pour la voir. C'est pareil. C'est quoi l'intelligence? Il y en a qui vont te dire c'est la capacité de s'adapter face au changement. Bon, si je prends complètement l'opposé, quelque chose qui n'est pas intelligent est comment? C'est bête? C'est comment? C'est idiot? Quelque chose qui n'est pas intelligent, c'est quoi? Et si on dit que c'est quelque chose qui est bête, ça veut dire quoi? Les villes africaines, elles sont-elles bêtes?
Je crois que tu as prouvé, tu as dit, tu as pris par quelques exemples qu'en fait, finalement, c'est un système qui fonctionne. C'est organisé à sa façon. Et peut-être que ce qu'on appelle informel, j'ai tendance à dire, OK, présenté comme ça, est-ce qu'on ne va pas rester dans OK, le secteur informel est intéressant, les personnes sont des capteurs, mais comment on organise tout ça? Comment on organise tous ces acteurs pour pouvoir justement capitaliser, hein, bénéficier de cette richesse de savoir, d'expérience que les uns et les autres ont et qui peut produire une information qui permet et même quelle forme de gouvernance aujourd'hui vis-à-vis de tout ça. Ce sont ces enjeux à ces villes telles quelles. On va peut-être réfléchir sur des projets de réforme, de restructuration urbaine. On parle des problèmes de changement climatique, comment ça impacte les personnes. Donc, si on se dit, OK, le secteur informel, c'est intéressant, est-ce qu'on laisse les gens dans l'informel parce que c'est ça qui fait la ville intelligente de l'Afrique? Auquel cas, ils sont exposés aussi à des domaines. Donc, quelle est ta position par rapport à, malgré tout, cette nécessité de restructurer ou bien de capter l'information, de réorganiser ou de formaliser ce secteur informel? Ouais, alors, tu touches au vif du sujet, effectivement. Donc, il y a derrière une fascination de la formalité. Bien sûr, il faut pas. Le but pour moi est. Je ne fais pas l'apologie de l'informalité. Je trouve qu'il y a des systèmes informels qui se basent sur des structurations qui ne sont pas forcément étatiques, qui pourraient être des pistes et qui correspondent à des choses qu'on trouvait traditionnellement. Hein. L'État central et l'État-providence sont des inventions. Hein. Tous les pays ne sont pas gérés de cette manière-là. Donc il y a des pistes de gouvernance. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de repartir de là pour recréer un système et réinterroger un système. Alors bien sûr, c'est des allers-retours. Hein. Bien sûr, il y a de la pression des grands bailleurs. Bien sûr, il y a un certain nombre de choses. Mais je pense que, en fait, pour moi, c'est la question de l'indicateur. Et aujourd'hui, les villes africaines, quelles qu'elles soient, elles sont définies en termes de manque. Mais moi qui viens de Lausanne, sincèrement, en Suisse, quand je vois la propreté des villes et quand je vois le budget municipal, qui est environ de 13 000 €. Bon, eh bien, si je regarde l'ensemble des autres villes du monde, elles manquent de choses, si c'est moi la règle. Mais bien sûr. Et donc, c'est ça le problème, c'est que la règle, elle a été mise en place par le plus riche ou le plus malin, pas par le plus nombreux. Et moi, j'aimerais qu'on redéfinisse les règles par le plus nombreux, donc par l'usage. Pourquoi? Parce que si maintenant, on se bat depuis des années pour faire la restructuration des quartiers précaires. On dit, c'est scandaleux, regardez, les pauvres polluent. Si aujourd'hui, je fais le calcul calorifique de ce que dépense un pauvre dans un quartier précaire à Djibouti ou Jérôme Chenal dans sa vie de tous les jours, même si je trie mes déchets, même si je fais attention à plein de choses, je suis 10 à 20 fois plus consommateur de planète que le pauvre à Djibouti. Donc, en termes de changement climatique, d'environnement, de pression sur la planète, le pauvre du bidonville à qui j'assène le fait qu'il est pauvre et que lui, il trie pas ses déchets, dépense nettement moins que moi. Donc, si je prends comme valeur indicative ma consommation calorifique par jour et par personne, les bidonvilles sont les formes urbaines les plus respectueuses de l'environnement. Bon, je fais la démonstration par l'absurde. Pourquoi? Parce que ça veut dire que, en fonction de où je regarde, de par où je regarde, je peux arriver à des solutions extrêmement différentes. Et aujourd'hui, et c'est pour ça que je mets le curseur très loin dans l'informalité en disant c'est ça qu'on doit faire, c'est qu'on est obligé de changer cet angle de vision. Parce que l'angle qu'on a aujourd'hui de rendre formel l'informel, de passer du bidonville à la ville, entre guillemets, formelle, nous mène nulle part. Ça fait 40 ans qu'on essaie de faire rentrer l'éléphant dans la boîte à chaussures. Bon, à un moment donné, soit l'éléphant il est trop gros, soit la boîte à chaussures elle est trop petite, mais ça n'entre pas.
faisons autre chose. Laissons l'éléphant de côté et puis mettons des chaussures dans la boîte à chaussures. Donc, on essaie d'allier des choses comme ça qui, de fait, ne fonctionnent pas. Et c'est pas, si le clou n'entre pas, c'est pas, je tape plus fort sur le clou qui va entrer mieux. Et aujourd'hui, on en est là. Et je pense qu'on a besoin je ne sais pas si c'est un électrochoc, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais on a besoin de se décentrer pour reprendre les choses. Parce qu'on va dans le mur gentiment, plus ou moins vite selon les endroits, mais je vous assure, on va bien dans le mur. Et si je prends au sérieux, et je pense que là, c'est non négociable qu'on soit sur le formel et la formelle, sur les ressources qu'on fait. Et donc, on doit repartir de 1, l'habitant usager, et 2, des questions environnementales pour qu'on puisse durablement vivre sur un territoire. Et ni l'un ni l'autre, aujourd'hui, n'est à l'agenda. Très bien. Merci beaucoup pour cette intervention. On va prendre quelques questions. On a une question de Mohamed Lamine Diaye depuis le Sénégal. Et aujourd'hui, avec la montée des communautés open source et de la cartographie collaborative en Afrique, quel rôle peuvent jouer dans la formation des censeurs pour une meilleure qualité des données collectées? Donc, c'est pareil, c'est une question sur cette intelligence collective là, des acteurs. Comment est-ce que ces communautés peuvent mieux s'organiser pour apporter une meilleure qualité de données collectées? Moi, je suis. C'est petit à petit, les gens se mettent ensemble, les gens innovent, les gens inventent. Vous avez vu, il y a une très belle. Il y a eu une très belle. Rien à voir avec l'urbain, mais il y avait une petite société qui était en train. Des fonds d'investissement à Wall Street avaient misé sur la baisse de l'action pour une petite société de jeux vidéo aux États-Unis. Et la communauté des fans de ces jeux vidéo se sont mis ensemble pour commencer à racheter des actions. Et l'action a monté de manière considérable. Et les fonds d'investissement qui avaient joué, parié, misé sur les gens et sur la perte de cette société se sont retrouvés à perdre des milliards. On a aujourd'hui avec le numérique des possibilités que nous offrent les communautés qu'on n'avait pas avant. Et de nouveau, je ne dis pas c'est bien, c'est pas bien, je dis juste attention, là on est à l'aune d'une révolution. Pourquoi? Les gens ils se sont mis en communauté et les fonds d'investissement ont crié au scandale. Mais quel scandale? Eux, ils misaient sur la détresse des gens et sur la perte de l'action. Et ils jouent comme ça, comme on joue à la roulette. Et les communautés font la même chose en sens inverse et ils trouvent ça scandaleux. Mais non, chacun a joué le même jeu stupide. Et ces communautés ont montré comment, en se mettant ensemble, en ayant une forme, d'une manière ou d'une autre, d'intelligence collective, d'un but commun, elles arrivaient à faire échouer des grands projets ou alors à montrer la stupidité de ce jeu-là. Et ça, c'est important. Maintenant, attention, ça, c'est d'un côté, ça peut être de l'autre aussi. Donc, ça veut dire que, en soi, la technologie, pour moi, elle est neutre. Il faut encore savoir comment on l'utilise. Là, l'exemple, il est sympathique parce que c'est David contre Goliath. C'est les petits qui font tomber Wall Street. Mais ça peut être les mêmes petits qui font des choses horribles aussi. Donc, ce qui veut dire que là derrière, et derrière cette fascination et ces communautés, on peut faire le bien ou le mal. Et ça reste un truc qui est à discuter, bien sûr. Tout à fait, tout à fait. La question revient sur la cartographie urbaine. Faudra-t-il revoir la cartographie urbaine? Il y en a qui reviennent sur est-ce qu'on n'a pas qualifié d'informel ce qui n'était pas, entre guillemets, digital dans le sens où la non-intelligence digitale voulait dire non-intelligence tout court. Donc finalement, est-ce que c'est le digital, c'est pas le digital qui essaie de driver tout ça? Mais il y en a quand même qui ont des questions bien plus concrètes. C'est-à-dire comment est-ce qu'on change les choses? Ils veulent savoir comment est-ce qu'on
j'ai tu as dit qu'ils sont des indicateurs, mais ils sont des capteurs, pardon, mais ils n'ont pas tous des outils numériques. Est-ce que ça veut dire que ça arrive? Comment est-ce qu'on peut exploiter l'intelligence de ces personnes qui ne sont pas connectées pour avoir de la donnée riche? On n'est pas obligé d'avoir tout le monde. Hein. Vous savez, quand ils font les sondages en France, s'ils prennent un échantillon de 1043 personnes pour un pays de, je ne sais pas combien d'habitants, 60 ou 70 millions, en France, quelque chose comme ça. Bon, donc on n'est pas obligé d'avoir tout le monde de manière exhaustive pour avoir de la donnée. Il faut juste en avoir suffisamment, soit c'est des échantillons représentatifs, soit on a un nombre suffisant pour avoir les grandes tendances. Donc ça, on a. La question maintenant, elle est celle des opérateurs déjà, parce que tout le monde a un smartphone, mais on n'est pas, les données ne sont pas libres, donc les fournisseurs d'accès à la téléphonie, à la téléphonie mobile aujourd'hui. C'est difficile d'avoir ces données. Il y a des questions d'anonymisation aussi, parce qu'on ne doit pas pouvoir retrouver les personnes et tout. Mais ce monde-là change gentiment. Et puis, alors comment faire? Moi, je pense qu'il faudrait déjà. Je fais une petite parenthèse. Il y a un fabricant de montres en Suisse, de montres de luxe, qui a fait une interview l'autre jour et qui expliquait que lui, dans son panel, il a mis que des jeunes de 15, 16, 17, 18. Qu'est-ce que vous avez? Il a dit, mais ça, c'est les consommateurs de mes montres de demain. Aujourd'hui, les gens qui veulent une montre de luxe, c'est pas pour voir l'heure. On a l'heure sur notre téléphone, la plupart. La montre n'est plus pour donner l'heure. Or, les gens continuent. Et lui, il veut continuer à vendre des montres dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Il veut continuer à faire son business. Et donc, il doit comprendre quelles sont les tendances de demain. Et je pense que là, nous aussi, sur l'urbain, et toute initiative qui prendrait les jeunes et qui prendrait les étudiants et qui prendrait au sérieux ces panels-là, je pense que pour moi, c'est comme ça qu'on doit commencer à réfléchir. Et puis après, on doit recréer les choses. Mais là derrière, il faut faire attention parce que les choses allant très vite, on peut se faire déborder très rapidement. Et puis on arrive dans des situations complètement chaotiques. Et on le voit aujourd'hui. Hein. Imaginez quand même que Twitter, avec le courage, a coupé le compte de Trump une semaine après qu'il s'en aille. Bon, donc pendant 4 ans, personne n'a osé bouger. Et puis une semaine avant qu'il s'en aille, on dit oui, quand même, on est courageux. On coupe. Et puis si je regarde de l'autre côté, vous vous rendez compte, ça veut dire que Twitter peut couper le compte d'un président des États-Unis. Donc c'est eux les présidents. C'est eux. Et donc, c'est là derrière. Et que ce soit sur les questions urbaines, il faut faire très attention à un moment donné. Pourquoi? Parce qu'on a donné aujourd'hui le pouvoir de décision et à travers les données, on a un pouvoir qui échappe ou démocratique. Et là, on doit commencer à, comprendre le monde de demain, et c'est mes questions de panel et de questions de jeunes qui vont nous expliquer quelle est leur vie, quelle est leur ville, et deux, c'est de remettre en place des instances de contrôle de cette utilisation des données. Forcément, parce qu'on aura des dérives incroyables. Aujourd'hui, les gens sur Facebook, surtout en Europe, ils sont ils font très attention de ne pas mettre leur date de naissance ou je ne sais quoi. Bon, alors ils mettent le moins de choses possible en pensant que Facebook va tout savoir. Mais forcément, Facebook, c'est tout. Mais bien sûr, on sait où vous vous connectez. Donc on sait où vous habitez, où vous travaillez, on sait que vous allez 5 jours par semaine, du lundi au vendredi à 8 heures, vous vous connectez depuis un endroit et puis le soir, vous êtes à un autre endroit et toute la nuit, il n'y a pas de connexion depuis un troisième endroit, on sait où vous habitez, on sait où vous allez travailler, on connaît l'ensemble de vos horaires, donc on a à disposition tout ça. Voilà. Et donc aujourd'hui, on a
à travers ces données-là, donner véritablement le pouvoir à des sociétés privées. Et pour moi, c'est l'écueil principal, c'est de dire comment est-ce qu'on va réintroduire dans ça, comment est-ce qu'on arrive à réintroduire de la vraie gouvernance démocratique et étatique. Très bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si Anne-Stéphanie t'es intéressée pour prendre la parole. J'ai vu que tu as une série de questions et que tu m'as intervenir. Feel free, you have the floor. Qui parle? Anne-Stéphanie, est-ce qu'elle nous entend? Alors, le temps qu'elle revienne, je vais passer la parole justement à Julien. Julien qui est connecté Carbonel, avec qui on a eu à échanger quelques fois sur ces questions et qui a actuellement terminé une thèse sur donner un avis sur tout ce qui a été dit. Oui, avec plaisir. Merci William de me passer la parole. Et bon, en quelques mots, en fait, c'est vrai que je bosse sur l'engagement des citoyens dans la prise de décision sur le futur de leur ville depuis quelques années et donc je l'ai fait un petit peu par tous les angles possibles et imaginables. J'ai d'abord une carrière, alors moi je suis pas de formation, je suis psychologue et puis j'ai bossé en fait dans une boîte de promotion immobilière, voilà. Et finalement j'ai fait assez rapidement le lien entre les deux au travers de l'urbanisme et la sociologie urbaine en me disant en fait mais qu'est-ce que les gens veulent comme forme d'habitat et comment est-ce que en tant que promoteur immobilier je peux leur apporter meilleure satisfaction que simplement un plan d'investissement ou d'endettement finalement sur 20 ou 30 ans comme un projet de vie quoi. Et donc en fait, pour répondre à ces questions, je suis passé un petit peu partout par les associations, donc des structures associatives, de professionnels d'architecture, mais aussi de professionnels de l'agriculture par exemple, qui proposaient d'apporter des fruits et légumes en direct aux habitants dans certains quartiers. Bon, j'ai touché un petit peu à tout pour être honnête. Et en fait, dans ma petite ville là, du sud de la France, à Perpignan, et en fait, voilà, j'ai ensuite bossé pas mal sur la question des business models parce que je me suis engagé dans le mouvement des startups, c'est-à-dire que j'étais intéressé pour développer des innovations urbaines et de prendre ce virage du numérique en fait. Donc j'ai rejoint ce mouvement-là qui frétille un petit peu partout dans le monde et qui amène en fait des initiatives intéressantes de la part d'entrepreneurs donc indépendants la plupart du temps de l'État ou d'autres formes de structures institutionnelles. Et puis maintenant, là, je suis à la fin de ma thèse de doctorat parce que j'ai fini en fait par me rendre compte qu'il était utile de construire finalement une plus grande validité scientifique de ce que j'avais pu observer sur le terrain. Et donc en fait j'ai plongé là depuis quelques mois dans l'analyse de données, dans le test d'hypothèses, avec notamment l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle et le machine learning, donc qui permet en fait de programmer des ordinateurs pour faire des prédictions statistiques à partir de résultats qui ont été eux trouvés sur le terrain. C'est-à-dire que on va prendre un échantillon de population dans une ville et on va ensuite pouvoir simuler en fait les résultats sur une population plus large que la population qui a effectivement participé à nos initiatives. Voilà. Donc voilà à peu près où j'en suis. Et donc si effectivement j'ai un bon niveau d'expertise sur la notion de la Smart City et de l'engagement citoyen, je suis par contre un vrai débutant sur la question africaine,
puisque en fait j'y connais pas grand-chose, que j'ai construit moi mes théories sur trois villes ou pays qui ont en fait réussi leur transition digitale et qui ont eu une belle croissance économique dans les années 90 grâce à la technologie informatique. Donc j'ai construit ma thèse sur Taïwan, Israël et l'Estonie. Et effectivement, j'ai été amené à discuter avec Willy il y a déjà quelques années sur la notion de l'open data. Et puis je me suis un petit peu renseigné quand même sur l'Afrique et j'ai écrit un rapport qui s'appelle Perspective. Alors c'est écrit en anglais, mais donc un rapport qui m'a donné l'occasion. En fait, j'ai été contacté par Johannesburg en Afrique du Sud pour partager un petit peu ma vision donc de tout ça, de l'engagement citoyen dans les villes africaines. Et en fait, j'ai eu l'occasion à ce moment-là d'interviewer quelques contacts ou amis dans l'Afrique francophone pour voir un petit peu quel était leur point de vue sur les développements de la Smart City et sur comment est-ce que les habitants peuvent participer à la prise de décision sur leur ville en Afrique. Voilà. Et en fait, bon, j'aimerais bien en savoir plus. Pour l'instant, qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, alors c'est vrai que le développement de la Smart City est forcément, la définition même de la Smart City est forcément très appuyée sur la technologie et l'usage de la technologie. C'est-à-dire que une Smart City aujourd'hui n'est pas forcément la définition même de l'intelligence urbaine. C'est-à-dire que, comme on l'a vu, ce qui est intelligent finalement, ça peut être d'avoir une bonne réactivité, une bonne résilience, une bonne interconnexion entre les usagers et les pouvoirs décisionnaires. Mais tout ça n'a pas besoin d'outils technologiques. Tout ça peut exister sans la technologie. Voilà. Alors effectivement, aujourd'hui, si nous souhaitons faire de l'analyse de données sur les villes, nous avons besoin de technologie. Et donc, nous dépendons des grosses entreprises comme Google, Amazon, Facebook, qui sont, elles, effectivement, bel et bien propriétaires de tous ces paquets de données. Et alors, je voudrais quand même nuancer quelque chose. Ils en sont propriétaires, c'est vrai, mais quand même, on arrive à avoir accès à ces données assez facilement, notamment sur Twitter. Twitter ouvre assez facilement ces jeux de données. Ça demande un peu de technicité, bien sûr, mais c'est faisable. Et je voudrais nuancer autre chose, c'est-à-dire que certes, ils sont propriétaires de données, mais contrairement à ce que Jérôme a dit, ils ne sont pas forcément les plus performants quand il s'agit d'utiliser les données dont ils sont propriétaires à des fins de développer une ville. Et en fait, ça, je me suis rendu compte en contactant, donc j'ai été en contact avec la personne donc, qui est directeur du Smart City Index. Et donc chaque année, alors c'est une école de commerce qui est basée en Suisse, je crois, et qui chaque année publie donc le classement des Smart Cities du monde. Ils ont essayé de trouver un partenariat avec Google, Facebook et LinkedIn. Et ils se sont rendus compte que finalement, les prestataires leur fournissaient des analyses et des jeux de données qui n'étaient pas tellement pertinents. Voilà. Donc a priori, moi, en ma qualité d'indépendant, j'arrive à collecter de la donnée et à proposer des analyses de données qui sont plus pertinentes pour l'usage de la Smart City et de l'engagement citoyen. Donc ça c'est une chose. Et autre chose dont je me suis quand même souvent rendu compte, c'est que finalement, dans tous ces hackathons, dans toutes ces sociétés très, très technologiques, on trouve effectivement des personnes qui sont particulièrement compétentes en matière de mathématiques évidemment, mais aussi de développement de logiciels. Et ces personnes-là manquent crucialement d'un bagage en sciences humaines et sociales. Et donc ça, c'est effectivement quelque chose sur lequel il faut être très alerte parce que ces personnes arrivent
sans équivoque à développer des logiciels très pointus, très performants, d'un niveau technique, mais ne comprennent pas forcément ce qu'est l'humain, comment se construit la structure et comment s'organise la société. Voilà, ça c'est typiquement quelque chose qu'il faut apporter. Et je pense on aurait beaucoup à gagner à coopérer entre informatique, Tout technicien à fait. et humain, en fait, voilà, connaisseur en sciences humaines et sociales. Voilà. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, Julien, Avec pour plaisir. ce feedback. Je sais pas. Tout, voilà. Tout à l'heure, je- j'avais pas passé la parole en matière d'organisation. Si tu veux prendre la parole pour revenir sur quelques questions que tu as pu avoir, feel free to take the floor. Bonjour à tous. Je ne vais pas rester très très longtemps parce que vous connaissez les conditions sanitaires ici, c'est un peu compliqué. Avec les masques et enfermés et tout ça, dans les grosses boîtes, c'est un peu difficile. Je connais bien les travaux de Monsieur Chenal, j'ai suivi aussi ses cours. Il a toujours des questions très pertinentes et il les tourne un peu vraiment à la réflexion. Ce qui est parfois dommage, c'est que beaucoup de gens citent M. Chenal et dans les actions à faire ne partent pas souvent de ces réflexions de départ. Et du coup, on en revient à discuter sur des sujets des années après, toujours sur les mêmes choses et on ne voit pas ce qui a été testé. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas pour lui lancer des Non, fleurs, vous mais pouvez, hein, ça me fait M. Chenal plaisir. avait... Tenez, un champ. Euh, M. Chenal a Je déjà prends, parlé de merci. cette... Il a déjà parlé de cette idée de Smart City à l'échelle des villes africaines et les premiers, plus ou moins les précurseurs de ça, c'était un peu les clients qui avaient introduit toute cette notion de smart à travers les téléphones portables, mais pas forcément sur des choses super développées. Vous aviez le transfert d'argent, vous aviez aussi les agriculteurs qui utilisaient le téléphone portable pour envoyer des données sur leur cheptel. Et donc, ça permettait aussi de voir l'évolution et la chaîne de production en fait de leur nourriture, enfin de leur troupeau. Donc, vous avez des choses qui peuvent se développer comme ça à un certain niveau, mais avant de parler de Smart City, je préférais qu'on parle vraiment d'organisation et de planification. En ce moment, je me demande si la planification de l'espace dans lequel on vit, déjà, n'est pas sujet à question et à réinventer avant de pouvoir se dire qu'on va faire une Smart City. Je m'explique. Lorsque vous parlez de la Smart City dans une ville occidentale, que ce soit chez Monsieur Chenal en Suisse ou chez moi à Paris, là où je suis, ou dans ma ville d'origine à Douala, la population qui va utiliser toutes ces données n'est pas du tout la même. Proportionnellement, on n'est pas du tout sur les mêmes échelles. Donc, effectivement, la pertinence de savoir si, effectivement, on a besoin de passer à ce niveau-là, avant même d'avoir organisé son espace, c'est la question que je me posais. C'est pour ça que j'ai mis dans le fil des questions. Moi, je me pose la première question sur la planification à réinventer. Ensuite, la gouvernance, qu'elle soit plus collaborative, inclusive et qu'elle puisse se projeter. Parce qu'on a souvent des copier-coller où on ne se projette pas, on se trouve une solution là, comme ça, tout de suite. C'est super, c'est joli, la Smart City. Mais dans 10, 15 ans, est-ce que ce sera toujours pertinent? Est-ce que nous qui proposons ça, nous l'utiliserons? Peut-être pas. Et ensuite, vous avez cette question de la digitalisation. Et la digitalisation, ça apporte aussi d'autres questions, telles que l'usage des data centers, où est-ce qu'on les met, comment on collabore avec, en termes d'énergie, en termes de développement durable aussi, qu'est-ce que ça a comme conséquence? En Afrique, le data center, on ne transforme pas forcément la chaleur du data center en chauffage. Vous comprendrez que nous, on en a moins besoin que les autres dans les pays d'Afrique. Mais on peut trouver d'autres technologies. Mais à partir de là, j'aimerais bien savoir comment on organise ce triptyque-là. Et j'ai fait référence à Sophia Antipolis en disant pourquoi pas créer notre propre Sophia Antipolis plutôt adaptée à l'Afrique, au contexte africain. Voilà, j'ai essayé de résumer ce que je voulais dire. J'espère pas avoir été trop répétitif.
Et voilà, je vous laisse la parole pour me répondre, pour me dire. Merci beaucoup, Anne. Alors, Jérôme, quelles sont tes réactions par rapport à tout ça et tout ce qui a été? Elle vient d'ouvrir plein de nouvelles portes, donc il faudra prévoir de passer l'après-midi ensemble. Je pense que moi, je suis d'accord avec vous sur la planification, sauf que maintenant, on est entré à l'heure du numérique ou du digital, donc on va pas pouvoir réfléchir d'abord à la planification, puis après au digital. On va devoir faire tout ensemble. Et c'est ce que j'appelle le tout azimut théorie qui me tient à cœur. C'est que oui, alors non, tout pendant que vous n'avez pas réglé la bonne gouvernance, on va pas pouvoir venir construire votre bout de route devant chez vous. Mais on s'en fout. Si on fait les choses une après l'autre, on n'y arrive pas. Ça, c'est clair. Et au moment où on a réglé un problème, il y a déjà les 4 suivants qui sont arrivés. Le monde a changé entre-temps et on n'y arrive pas. Et là, on voit bien que la gestion catastrophique de la pandémie mondiale montre bien ça. C'est qu'on fait un après l'autre, et puis le temps qu'on trouve le vaccin, il y a les variants sud-africains qui sont déjà plus... voilà. Bon. Donc, à un moment donné, on est obligé non pas de faire les choses une après l'autre, mais de faire toutes les choses en même temps. Pourquoi? Parce que aussi on est dans un système où toutes ces choses sont liées. Et donc, on est obligé d'avancer, et je suis d'accord avec vous sur la planification, mais on doit la réfléchir dans le monde d'aujourd'hui, avec aussi les datas, avec aussi tout ce genre de choses. Ça, c'est très clair. Deuxième chose pour moi, et vous m'amenez sur ce terrain-là, je ne voulais pas forcément en parler aujourd'hui, on a aujourd'hui aucune certitude, voire plutôt des indices contraires que la Smart City serait plus durable que la ville traditionnelle faite. Voilà. Pourquoi? Parce que si je regarde aujourd'hui, ma ville traditionnelle faite de ciment, alors il y a tous les pays ne produisent pas du ciment, mais disons qu'il faut de l'énergie pour faire du béton. Voilà, ok. Mais dans la plupart des endroits, la ville, le cadre ou l'infrastructure même de la ville, elle est faite avec des matériaux qui sont encore, je dirais, faits sur place. On peut, voilà, traditionnellement, dans l'architecture vernaculaire, dans les Alpes suisses, on prenait du bois et du granit parce qu'il n'y a que ça. Et puis en Pays d'Ogon, on prenait de la terre et de la pierre parce que c'est ça qu'il y avait en Pays d'Ogon. Et voilà. Et ça, on a totalement perdu pour faire une ville générique faite de parpaings de ciment. Ça, c'est très clair. Mais on arrive encore à produire localement ce ciment. Où ça se gâte dans nos smart cities faits d'écrans et d'ordinateurs et de composants et de data centers, c'est qu'on a une géographie totalement nouvelle qui est en train de s'inscrire. C'est que nos écrans sont faits de cobalt et de terres rares chinoises, et donc et nos vélos électriques et les voitures électriques sont faites de lithium en Colombie et en Australie. Donc on redessine une géographie mondiale à travers la construction de ces villes smart. Et vous pouvez regarder la carte de l'Afrique, la carte des conflits sur l'ensemble du continent africain, c'est la carte des ressources naturelles de l'Afrique. Hein. Il y a personne qui fait des conflits où il n'y a pas de ressources. Hein. Ça, il faut être très très clair avec ça. Donc, on redessine une nouvelle géographie mondiale à travers cet usage, à travers les data centers. Pour ne prendre que ça, le data center est consommateur d'eau. Alors, il y a certaines expériences qui permettent, avec des téléphones portables et avec des écrans, de gérer les quantités d'eau dans des quartiers précaires à l'autre bout du monde pour qu'il n'y ait pas de gaspillage. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que pour qu'il n'y ait pas de gaspillage sur le terrain, on se retrouve dans des data centers en plein désert californien, refroidis avec une quantité d'eau qu'on essaie de gérer d'un côté. Donc, on est dans un système qui est totalement ubuesque à un moment donné. Et je pense qu'une des pistes pour moi, c'est de dire, c'est de commencer à redéfinir même nos usages du numérique en fonction d'une durabilité et en fonction d'une quantité d'énergie qu'on doit utiliser, parce qu'on court juste
simplement à la catastrophe. Pourquoi? Parce qu'on décentralise ces catastrophes. Donc moi, tranquillement en Suisse, je suis avec mon smartphone, mais pour pouvoir avoir un smartphone ici, ça veut dire qu'il y a de la terre rare chinoise, du cobalt congolais qui vient et une batterie au lithium australien qui vient dans mes composants ici. Donc on redessine une géographie et globalement, l'utilisation de la Smart City telle qu'on l'imagine, faite de technologie, je ne suis pas sûr qu'elle soit plus durable que la ville traditionnelle qui est faite de matériaux locaux. Et ça, c'est très clair. Donc la question smart égale durable, non seulement elle reste à prouver, mais on peut commencer à avoir un certain nombre de doutes. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais voilà. Mais effectivement, cette question, elle est fondamentale. Sauf que, pour revenir sur la question de planning maintenant, c'est qu'on est dans un système où on peut pas faire comme si ça n'existait pas. Donc, on est obligé d'avancer aujourd'hui en prenant tous les éléments en même temps et en essayant de les articuler pour faire des choses intelligentes. Je pense que c'est de là que vient un peu la difficulté. C'est, dans les différents programmes que j'observe, c'est vraiment quand vous faites tout en même temps, la compréhension de chaque élément de l'équation pour la résoudre. C'est vraiment, je pense, le cœur du problème et c'est pour ça que je continue à suivre tous ces débats-là parce que ça permet aussi d'alimenter dans chaque projet les réflexions. Donc oui, ça répond en partie à ma question. Pour moi, il y a les deux. On est dans des systèmes complexes et on doit pouvoir appréhender le système dans sa complexité. Le problème, c'est que quand on essaie de tirer la variable, on n'est pas sûr que ce soit la bonne variable. Et du coup, on est en train de résoudre des petites choses alors qu'on n'a pas compris que c'était la totalité du système. Je prends deux exemples. La boîte de conserve a été inventée en même temps que l'ouvre-boîte. C'est un système. Un ouvre-boîte sans boîte de conserve ne sert à rien. Une boîte sans ouvre-boîte ne sert à rien. L'ascenseur et le gratte-ciel ou l'immeuble à étage, c'est la même chose. Donc, et dans les villes aujourd'hui, on est dans des systèmes où un truc tout seul ne sert à rien et c'est parce qu'on les a connectés. Et donc, on est obligé de travailler sur cette complexité, sur ces systèmes. Mais où vous avez totalement raison, c'est qu'on n'est pas toujours sûr d'avoir la bonne variable et qu'on ne sait pas si c'est telle ou telle chose qui influence telle autre. Mais on est obligé de les travailler ensemble de toute façon. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Jonathan connecté ou Daniel Cotor, vous vouliez prendre la parole pour donner votre point de vue sur tout ce qui est dit. Peut-être on va commencer par Jonathan Woods. Micro. Bonjour tout le monde. Ravi de vous voir tous et de vous entendre. Je m'intéresse effectivement énormément à la problématique des villes et des villes africaines. Et d'ailleurs, je compte venir en Afrique à Douala la semaine prochaine pour parler avec certaines personnes. Donc, je me suis connecté avec certains de vous dans LinkedIn. Et je pense que c'est tout à fait vrai que la problématique des villes en Afrique est bien différente. Il faut avoir une approche beaucoup plus locale et pas importer des idées, ne serait-ce que c'est les questions de gestion des effluents, des égouts, des questions d'énergie, des questions de toutes ces choses-là. Il faut reprendre les choses à la base. Et c'est pas du tout simple et facile de le faire. Donc, je me considère un peu en apprentissage. J'étais très content d'entendre Jérôme et les pauses là. J'ai pas autre chose particulièrement à ajouter, mais je pense que ce serait très bien qu'on garde le contact et peut-être quelqu'un peut créer un groupe pour qu'on approfondisse ces sujets et qu'on bénéficie des connaissances de chacun pour vraiment faire un schéma directeur de comment il faut procéder. Dernière chose, j'adhère totalement à ce que Jérôme a dit.
qu'on n'a pas le luxe de faire les choses en série. Il faut faire beaucoup de choses de front et il faut essayer de les coordonner au mieux possible. Et donc, dans ce contexte, un groupe de pensée et de conseils serait très utile. Voilà. Merci beaucoup, Jonathan. Daniel, je ne sais pas si tu avais quelque chose à partager avec nous. Oui, bonjour, merci de me donner la parole. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez? Oui. Ah, parfait, merci. Très heureuse d'écouter en live, je dirais, tous ces écrits, puisque j'ai pas mal lu ce que Chenal développe comme idée par rapport au Smart City. Ma question, bon, moi je travaille à Douala. Ma question, en fait, c'est, bon, je vois un constat de plusieurs choses. Ma question, c'est comment est-ce que ces données, par exemple, ce nouveau laboratoire qui est créé aujourd'hui, comment ces données seront accessibles au grand public? Quand j'entends par grand public le réseau associatif notamment qui devient de plus en plus important au Cameroun au niveau action, parce que je ressens une dichotomie entre les pouvoirs publics et la bonne gouvernance qu'on nous, comment dire, dont on parle, mais que je n'en vois pas beaucoup les effets. Et j'ai l'impression qu'au niveau des grandes villes comme Douala, voire Yaoundé, il y a tout un maillage qui doit se faire d'associations. Mais pour que ces associations puissent travailler et être demandeurs, même au niveau de l'État, de certaines actions, il faudrait qu'elles aient plus de données. Sinon, ça reste de l'acupuncture, de petits projets associatifs, et ce n'est pas suffisant pour le bien-être de la population. Merci beaucoup, Daniel. Très pertinent d'ailleurs, hein. Jérôme, lorsqu'on cartographie l'écosystème digital, par exemple, sur une ville, on a un ensemble d'acteurs. Quels sont ces acteurs? Comment les faire collaborer entre eux pour répondre à des problématiques et comment connecter tous ces acteurs? Moi, j'aurais envie de vous retourner la question, de dire c'est vous qui êtes dans dans le cœur du réacteur, comment allez-vous faire? Moi, je suis de la catégorie des pragmatiques, donc il faut avoir des objectifs très grands et trouver les petits chemins, comment y arriver. Donc on commence avec quelques données qu'on est libre, puis on trouve deux, trois étudiants qui font des masters ou des thèses. Et puis négocier avec d'autres fournisseurs de données, puis après on va vers le voisin et on essaie d'intégrer comme ça petit à petit. Alors ça c'est facile à dire et c'est beaucoup plus difficile à faire parce que après chaque fois qu'il y a quelqu'un, pourquoi je vous donnerais libre mes données alors que potentiellement je pourrais vous les vendre? Ça c'est une première chose. Donc il faut aussi là derrière qui est, je dirais, la réflexion sur le business model qui va être fait, en sachant que, à part, bon, voilà, si j'écris sur Wikipédia, je suis d'accord de passer du temps, entre guillemets, gratuitement pour la collectivité. Il y a beaucoup de gens qui font ça, mais je dirais qu'il faut avoir l'idée globale et même des retours, qu'ils soient même juste symboliques. Mais pourquoi? Et donc, de nouveau, on est sur cette question de l'usager ou de l'utilisateur. Pourquoi moi, Jérôme Chenal, je viendrais mettre sur la plateforme de Willy mes données? Bon, moi, je vais le faire peut-être parce que c'est parce que je joue, parce que je teste, parce que ça m'amuse de savoir ce que Willy va en faire. Bon, d'accord, mais peut-être pour moi, c'est bon, mais pour le voisin, est-ce que c'est suffisant? Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie compréhension de qui va fournir et en quoi ça va être utile aussi pour lui. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il faut commencer par le commencement. D'accord? Moi, je suis très longtemps, on a monté des projets et puis ensuite, on a dit, voilà, j'ai un super projet, je vais aller voir la Banque mondiale, ils vont me donner un petit peu d'argent. Bon, ça coûte 50 millions. On dit, oula, attendez, c'est pas ça, on fait pas comme ça des projets et tout. Et puis, on passe 10 ans à faire des choses alors que l'idée était géniale, mais que dans le processus, on va pas y arriver. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit faire exactement le contraire. On doit faire le spectacle et puis ensuite, comme dans la rue, on tend le chapeau et les gens donnent ce qu'ils veulent ou ce qu'ils veulent pas. Voilà. Et c'est comme ça qu'on devient riche. Riche, voilà. Et pourquoi? Parce que
personne aujourd'hui, il y a tellement d'initiatives, qui va vous donner de l'argent pour faire un truc dont on n'est pas sûr que ça va réussir? Donc, à un moment donné, vous devez, alors c'est l'effet catalyseur quand on a une réaction chimique, et c'est ce que moi j'appelle faire le spectacle et tendre le chapeau après, c'est de dire, voilà, regardez, moi j'ai commencé avec ça. Ça vous plaît? Vous montez dans la barque? Ok, alors vous me donnez, ça coûte tant de monter avec moi dans la barque. Vous voulez pas? Ben restez sur la rive, c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai pas besoin de vous. Et on commence comme ça à initier. On n'a pas besoin d'avoir tout le monde, on n'a pas besoin d'être exhaustif, on n'a pas besoin. Non, on a juste besoin d'une allumette pour que le feu prenne. Et cette allumette, elle n'est pas évidente à trouver. Et cette allumette, elle demande de l'énergie. Et c'est ça que vous devez mettre aujourd'hui. Ensuite, ça va venir. Ensuite, il faut comprendre comment je valorise, comment je communique, parce que c'est extrêmement important. Hein. Vous pouvez, les enfants savent ça. C'est la couleur du paquet et la grosseur du paquet qui fait. C'est pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ils s'en foutent. Pour un joli paquet. Bon. Donc, vous allez trouver comment faire ce joli paquet, mais vous devez commencer à initier des choses. Et en même temps que vous initiez des choses, vous devez montrer, faire la démonstration que c'est utile. Et vous mettez des gens, des acteurs différents. Vous prenez des étudiants, des ceci, des cela, et voilà. Et vous communiquez là-dessus. Et vous commencez petit, et à un moment donné, vous dites, bon, mais maintenant, je vais aller voir le ministère de l'Urbanisme, des domaines, je vais aller voir la Banque mondiale, je vais aller voir la Banque africaine de développement, je vais avoir la fondation Bill Gates, parce que j'ai une super idée. Mais regardez, je pars pas de rien, c'est pas juste une idée, c'est que j'ai déjà fait la preuve que ça fonctionne. Et ça, c'est extrêmement important, je pense. Donc, vous devez commencer petit, forcément, et vous devez commencer à intégrer les gens petit à petit. Et arrêtons de penser qu'on doit être exhaustif et tout faire. Et voilà, non, c'est pas grave. Vous avez des données, vous avez juste un peu de cartographie, vous la mettez en ligne gratuitement. Vous trouvez un étudiant qui va l'utiliser pour son travail. Ok, vous allez faire des posts sur Twitter et Facebook pour commencer à montrer que ça existe. Puis vous allez faire exister le spectacle petit à petit. Et une fois que le spectacle est là, eh ben vous tendez le chapeau. Merci pour d'ailleurs cette proposition. Ça nous amène aussi dans les perspectives par rapport à ce que Jonathan disait quelle est la suite. Alors, je n'avais pas envisagé de présenter tout de suite ce que nous faisons, mais je pense que c'est quand même nécessaire, ne serait-ce qu'à titre personnel, que je puisse vous présenter en 2 minutes ce que je fais, parce que je suis par ailleurs aussi thésard. Je termine une thèse doctorale sur la construction d'une infrastructure de données au Cameroun, mais qui est inspirée des valeurs africaines, parce que je me suis posé la question de, bon Dieu, qu'est-ce qui marche dans nos sociétés? Parce que si on entend des discours des personnes, on a l'impression que rien ne fonctionne. Je suis d'accord que c'est faux, il y a certaines choses qui marchent, il suffit justement d'ouvrir les yeux. Je m'inspire de quelque chose qui est fondamental, qui fait la force aujourd'hui, à mon avis, de l'Afrique et des communautés africaines, qui permettent aujourd'hui de financer des projets, d'envoyer des enfants à l'étranger faire des études, de construire des maisons, de faire plein de choses. C'est la tontine. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'une tontine. Un groupe de personnes qui se mettent ensemble, qui cotisent de l'argent, et puis tour à tour, chacun, entre guillemets, bouffe la tontine, et après, il y a plusieurs types de tontines. Et c'est ainsi que dans le cadre de mes recherches, j'ai développé la notion de la géodjangi, ou bien la géotontine, qui est la tontine de l'information géographique, ou la tontine du service géographique, on va dire, dont le but, justement, c'est de fédérer les acteurs de l'écosystème digital qu'on a structuré en 4 catégories. Le secteur académique, pour prendre cela, il y a des étudiants qui ont besoin de données, il y a des chercheurs aussi. On peut même se poser la question de qu'est-ce qu'on a fait des données de la recherche depuis les indépendances, depuis que les jeunes font de la recherche, ils vont faire des soutenances. Il n'y a pas de valorisation des données de la recherche. Une fois qu'ils ont soutenu, la clé USB reste avec les données, plus rien. Pourtant, les recherches, les études qu'ils ont menées portent sur les territoires. Il y a un qui travaille sur les points d'eau, il y a un qui travaille sur la qualité de l'eau, l'autre va travailler sur la voirie, l'autre sur l'occupation du sol, et sur plein de sujets différents, de la socio à la politique, à tout ce qu'on veut, mais ça touche à les territoires. À un moment donné, est-ce que la collectivité territoriale en question sur laquelle les recherches ont mené son territoire n'aurait pas intérêt
à valoriser les données que les étudiants ont pu produire. Donc, il y a ce secteur académique à mettre en avant. Il y a le secteur privé, donc tout ce qui va être start-up, qui tous vous disent, je développe une application, ben, je veux livrer à domicile, je veux calculer ça, je veux faire ça. Tout est basé sur la géolocalisation, en fait. Et il n'y a pas de carte, se pose la question de qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a le secteur étatique qui est constitué des services déconcentrés de l'État et les collectivités territoriales décentralisées. Bon, parce que les services concentrés de l'État, je ne sais pas comment est-ce qu'ils font pour implémenter des stratégies et des politiques s'ils n'ont pas la connaissance avec grand C du territoire. Comment est-ce qu'une mairie arrive à apprécier les déséquilibres en termes de répartition des services sociaux sur son territoire s'il n'a pas la donnée ou la cartographie des services essentiels et tout ça. Donc, la donnée de base peut être utile à ces acteurs. Et je termine par le secteur des acteurs non étatiques, donc les associations, les ONG, qui, eux, ils font du plaidoyer, ils viennent en complément de l'État, ils ont besoin des données pour pouvoir justifier les activités ou bien justifier un certain nombre d'investissements et tout. Et le but, en tout cas dans le cas de ma recherche, c'est d'amener tous ces acteurs autour d'une plateforme, d'une tontine. On construit une tontine. Et comme on sait, une tontine est basée sur la confiance. Parce que là, aujourd'hui, on forme un petit groupe, on veut travailler, on a pu montrer que les données qu'on a pu produire servent à quelqu'un et on répond à des problèmes, on définit des use cases où on va apporter des réponses concrètes, vraiment low-tech. On n'a pas besoin de trop de technologie, mais voilà. Donc, peut-être ce serait intéressant que, à la prochaine occasion, pourquoi est-ce qu'on a mis en place aujourd'hui ce laboratoire? Parce que, justement, c'était des expériences qu'on a pu bâtir au fil de l'an, parce que je dirige une entreprise aujourd'hui, donc je travaille avec plein d'acteurs. J'ai construit une infrastructure aujourd'hui qui va être déployée qui a été déployée sur 17 pays africains, et les collaborateurs ont dit, ben, écoute, si on regarde la carte du monde, ce qu'on a fait n'est pas disponible au Brésil, au Guatemala ou bien en Ouzbékistan. Pourquoi ne pas scaler et faire de cette plateforme quelque chose d'ouvert et de connecter dans les intelligences, de connecter, de s'appuyer sur les bonnes pratiques, échanger avec les communautés qui s'en approprient et tout. Donc, on pourrait éventuellement en parler éventuellement sur des cas concrets où on vous montrerait qu'est-ce qu'on a bâti sur 7 ans et qu'est-ce qu'on veut mettre, c'est ce qu'on veut apporter comme input dans le laboratoire. Aujourd'hui, on a une cartographie de base du Cameroun sur OpenStreetMap. En tout cas, du moins, l'occupation du sol a été faite en 6 mois pendant la période Covid par les Camerounais. On est en train de travailler sur la mise en place à l'échelle de chaque commune d'une plateforme numérique avec les données accessibles, partagées, en libre, avec la communauté OpenStreetMap. Il y a plein de choses qui se font, mais ça, c'est la base. Maintenant, il faut passer à la partie de l'utilisation et le partenariat entre ces données et les acteurs du territoire pour résoudre des problèmes. Et se dire, ben, on peut faire des choses sans pour autant que ça ne vienne de chez Google ou de chez Amazon, parce que de toute façon, même là, on a un risque de se faire bouffer. Et on pense qu'il est nécessaire qu'on se mette en partenariat avec nos villes et que nos villes fassent la promotion de nos activités aussi. Il y a le concept, enfin, qu'on a développé, le dessous des toits. Sous chaque toit, il y a des gens qui vivent. Il y a un maçon, il y a un cordonnier, il y a un pédiatre, il y a tout ce que vous voulez. Comment connecter ces toits-là qu'on ne voit pour le moment que sur l'image aérienne? Connecter ces artisans qui sont sous ces toits, qui y vivent. On a besoin de technologie? Peut-être. Mais aujourd'hui, j'ai une urgence. Comment, par exemple, comment je trouve du charbon? Comment je trouve mon enfant à chauffer à telle heure de la nuit? Avant d'aller à l'hôpital qui se trouve à 10 km, comment je trouve le pédiatre le plus proche ou quelqu'un qui a une connaissance dans le domaine? Il y a plein de choses. Moi, j'ai toujours pensé, en tout cas, qu'on parle d'ubérisation des sociétés, mais ça fait longtemps qu'en Afrique, on est ubérisé. Hein. Les gars qui sur la tête, ils vendent des trucs. La maman qui se met au carrefour pour vendre la banane, elle n'est pas là-bas au hasard. C'est parce qu'elle sait que c'est là où les gens entendent le taxi, ils ont besoin de monnaie. Et la petite monnaie se trouve en prenant la banane de 200 sur 500. Elle vous fait la monnaie, vous prenez votre taxi. Et c'est tout. Donc, je pense qu'il nous manque on n'a pas assez observé cette société spontanée-là. On se dit que les gens font les choses n'importe comment. Non, je pense quand on marche à Yaoundé dans la nuit, le monsieur qui a ses chaussures sur la tête, qui vient dans des hotspots où il y a en même temps le monsieur qui fait, il y a un bar, il y a en même temps une charcuterie ou bien du poisson brisé. Les activités sont connectées. Il suffit juste vraiment d'observer. C'est pour ça que je suis vraiment content du positionnement clair que Jérôme a eu sur cette question très tôt en disant
ça existe déjà. Il faut peut-être trouver un moyen de mieux organiser, de rendre tout ceci possible. Et nous serons très intéressés éventuellement lors d'un prochain call de vous montrer qu'est-ce qu'on a pu construire déjà et ce sur quoi on part dans ce laboratoire comme background, qu'est-ce qu'on construit, ce qu'on veut mettre en input pour valoriser et ouvert à prendre vos conseils sur comment est-ce qu'on pourrait faire que ça marche avec d'autres acteurs du futur. Donc, nous sommes déjà rendus à 1 heure de nos échanges. C'est sûr que 1 heure, c'est pas du tout suffisant pour parler de la question, mais je pense qu'il faudrait peut-être, comme le proposait Jonathan, qu'on trouve un moyen je sais pas si toutes les personnes qui sont ici ont reçu le mail ou bien ont répondu dans la base de données qui seront présents aujourd'hui. Je sais pas si on a les contacts de tout le monde, mais s'il y a des gens qui pensent qu'on n'aurait pas leur contact, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat et de partager vos coordonnées pour qu'on puisse créer, je ne sais pas, un groupe pour vous annoncer le prochain événement, mais toujours avec la volonté de garder le fil. Le fil sur, du moins, c'est la volonté que souhaite mettre en place la Diversity Space, Diversity, vraiment, les diversités d'acteurs, diversité d'idées, et peut-être bâtir, j'ai vraiment apprécié aussi ce que on a dit, il faut peut-être passer aussi en mode pilote pour tester les choses et d'avoir des retours et de voir ce que ça donne. Donc, ça va être quelque chose de très orienté action, en tout cas, du moins. On a voulu marquer le lancement de ce laboratoire par un petit call comme ça et se dire peut-être qu'on pourrait avoir une communauté digitale et où on pourrait échanger sur cette tontine, ce digital là, où on échange d'expérience, mais surtout, on répond aux besoins de chacun, individuellement, si possible. Donc, Jérôme, je ne sais pas, ou bien s'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait prendre la parole, on laisse pris le micro sur quelqu'un qui voudrait peut-être partager son expérience. Vous avez la possibilité d'ouvrir le micro là et parler et rapidement, en 1 minute, donner votre point de vue. Après, on ferme dans moins de 10 minutes le call et Jérôme va faire la conclusion. S'il y a quelqu'un qui n'a pas pu prendre la parole mais qui aimerait partager rapidement un point de vue, allez-y, sentez-vous d'ouvrir le micro. Les gens sont fatigués après 1 heure. Visiblement. Merci. Allô? Voilà, merci Jérôme et merci à l'ensemble des participants. Vraiment, c'est un plaisir pour moi de partager avec vous ce panel. Et je vois tous les efforts que Willy est en train de mettre en œuvre pour qu'aujourd'hui en Afrique, qu'on puisse avoir un collectif qui travaille sur des questions donc, liées à l'urbain, mais aussi à la cartographie collaborative. Donc, un big up à Willy Frank pour tous ses efforts. Et concernant en fait le Smart Ville, moi je voudrais en fait demander quel rôle nous en tant que communauté on peut jouer en fait dans la formation des censeurs. Parce qu'aujourd'hui on voit que les smartphones sont en train d'être utilisés de manière vraiment extraordinaire de l'Afrique. Donc, pratiquement tous les jeunes sont connectés. Et on sait qu'il y a des outils qui sont des outils open source qu'on utilise au niveau de nos smartphones pour pouvoir naviguer, mais aussi pour pouvoir se renseigner. Donc, il y a des applications comme ASM-AND qui peuvent nous permettre un peu d'ajouter de la donnée, donc de renseigner des informations sur des points d'intérêt, donc sur un hôpital ou bien voilà, une pharmacie, où est-ce que ça se trouve. Donc, toutes ces informations-là qu'on a à disposition, comment faire pour que ces informations puissent être valorisées et utilisées dans le cadre de ces smart villes-là. Donc, et merci beaucoup à l'exposant, M. Jérôme, pour sa manière de penser en fait cette ville nouvelle. Parce que aussi, comme on dit, voilà, il ne sert à rien de prendre des exemples en venant tout droit du nord pour les calquer au niveau du sud. Je pense que c'est un développement qui doit être endogène
avec nos propres difficultés et nos propres réalités pour atteindre en fait ce concept de smart ville. Donc, merci et voilà. Je pense qu'on pourra continuer la discussion dans les prochains rendez-vous. Merci Willy, merci à tout le monde. Merci Lamine. Alors, on va prendre 2 dernières interventions. Jérôme pourra y répondre globalement. Et puis, ah oui, tiens, on me signale qu'il y a des gens dans la salle qui voudront utiliser. Alors, on prend ceux qui sont à distance, 2 dernières interventions. Il y a Fabrice qui avait la parole et on prend quelqu'un d'autre. On prend les questions dans la salle. Jérôme, tu fais une synthèse en répondant à toutes ces questions. Et puis, Fabrice. Ok, merci Willy de nous passer la parole. J'aimerais tout d'abord commencer par féliciter M. Chenal parce que avant aujourd'hui, je n'avais pas encore cette vision-là de la Smart City à l'africaine. Je pensais encore plus à la Smart City version européenne avec les capteurs et tout. Donc, j'aimerais déjà me féliciter pour cette nouvelle manière de voir la chose. Et vous aussi, vous Willy, pour cette digitalisation des données que vous faites là et que vous mettez à la disposition de tout le monde. J'aimerais aussi vous féliciter pour cela et vous en remercier. Je ne les utilise pas encore, mais je pense que bientôt ce sera le cas. Ma préoccupation était que, notamment au niveau de la gestion et la matérialisation de ces données-là, parce que après une Smart City, c'est quoi malgré tout ce que le M. Chenal a dit, comment est-ce qu'on va pouvoir représenter ou cartographier tous ces éléments-là? C'est-à-dire, si c'est peut-être des éléments de, comme vous avez parlé des livraisons, vous avez parlé de beaucoup d'éléments, des pédiatres et tout. Si on en arrive là, en termes de Smart City à l'africaine, pour ma part, il serait important de savoir comment représenter une certaine quantité d'éléments. Et qui sera donc à même de gérer tout cela, qui sera à même de remonter l'information, de remonter les données, et pour que ça ne se passe pas un peu comme, vous savez comment ça se passe souvent ici en Afrique, c'est-à-dire peut-être un ministère pour un projet, vous allez voir peut-être en termes de voirie, il y a d'abord le ministère des Travaux publics qui fait ce qu'il veut, après le ministère de l'Urbanisme qui fait ce qu'il veut, il y a peut-être la société d'approvisionnement en eau qui fait ce qu'il veut, l'électricité, et tout ça se mélange un peu. Or, comme le docteur M. Chenal disait tout à l'heure, pour que tous ces éléments soient faits de manière concomitante là, qui sera donc à même de chapeauter le tout pour que ça se fasse de la meilleure des manières? C'est un peu ça que j'avais comme question. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va terminer par une autre question de la salle, par les jeunes qui sont présents. Donc, ils vont poser la question. Est-ce que vous nous entendez ici? Juste, vous nous entendez? Oui, j'entends. On nous entend? Alors, bonjour. J'ai été très ravi de participer à ce séminaire avec, bien sûr, les étudiants de Digital College. Toutefois, on a une préoccupation. On aimerait savoir, particulièrement pour M. Jérôme Chanel, qui est un expert dans le domaine, excusez-moi, quand on parle de ville intelligente, on voit Internet, objets connectés, etc. On voit une sorte de déshumanisation des sociétés et une rupture complète de la main-d'œuvre. Alors, est-ce que les smart cities d'aujourd'hui ou de demain seraient-elles une menace, considérée comme une menace ou une opportunité pour l'emploi et l'échange? Parce qu'on suppose que dans les supermarchés, il y aura certainement des robots à la place de la main-d'œuvre, ou à la place des revenus, etc. pour le système éducatif où on aura des cours en ligne. Est-ce qu'il n'y aura pas, face à cette dématérialisation, une rupture? Est-ce que ça ne présente pas certainement une menace pour l'emploi et pour l'échange? Merci pour ça. Donc, 2 dernières interventions. Jérôme, tu feras une synthèse, une conclusion globale de tout ça. Question? Allô? Bon. Bon, déjà, merci pour cette conférence qui a été très riche, au fait. Bon, ma question est de savoir quel est le rapport entre le secteur formel, informel et
une ville intelligente, au fait. Merci. Bonjour, je m'appelle Cam Claude, je suis étudiante en première année de Master au Digital College en filière Management des projets digitaux. Je sais que nous sommes dans l'ère des Smart Cities africains. Ma première question, c'est qui a été le premier investigateur de cette idée de Smart City africaine? Puis, quels ont été les critères de sélection des premiers pays qui ont bénéficié de Smart City? Parce que je crois qu'il y en a 12. Et combien de temps faut-il pour faire une Smart City? Merci. Voilà, donc merci pour toutes ces questions. On va passer la parole à Jérôme qui, en fait, finalement, il y a des questions qui reviennent, qui va fusionner tout ça, conclure, et on va se séparer. Et on va faire, après ici, une petite visite du laboratoire. On prendra quelques photos, on changera avec tous ceux qui n'ont pas pu être là avec nous. Et puis, Jérôme, voilà, tu as la parole pour faire un peu le bilan de tous ces échanges et qu'est-ce qu'il faut retenir finalement de ce qu'on s'est dit. Et voilà. Ben, merci beaucoup. Je pense que on va pas réouvrir maintenant des portes, mais l'intervention sur effectivement est-ce que ça crée plus d'emplois, moins d'emplois, quelles sont les opportunités, c'est des vastes sujets. Je pense qu'il faudrait reprendre longuement ce genre de choses. Est-ce que c'est une opportunité ou est-ce que c'est une menace? J'en sais rien, je dirais, comme conclusion. Donc, conclu par je n'en sais rien, c'est pas ce qu'il faut faire habituellement, puisqu'on s'attend plutôt à ce que les gens sachent, mais ça dépend ce qu'on en fait. Et justement, moi, le but de cette session et de cette invitation, comme je l'ai compris, c'était justement non pas d'amener des solutions, mais des points de réflexion qui ensuite pourront germer dans chacun de vos esprits et chacun peut se faire sa propre idée de la Smart City. On a entendu qu'effectivement, il y a 12 Smart City. C'est des labels. Après, il y en a un qui décide de donner un label. Je crois qu'il y a le Aspen qui est un collectif ou une sorte de réunion financée par l'Agence française de développement qui décrète que telle ville est smart et telle autre pas. Il y a des critères, il y a des labels, c'est la même chose que partout. Donc, soit on part sur cette vision un petit peu très merchandising, puisqu'il faut être labellisé pour faire partie et pour dire qu'on est plus ou moins une ville intelligente. Pour l'instant, j'y crois pas beaucoup et ça sert pas beaucoup à part faire des échanges entre elles, entre ces villes, faire des échanges peut-être de données, mais je crois pas qu'on en soit encore là. Donc voilà, c'est la même chose que tous les labels. C'est pas parce que vous n'avez pas le label Smart City que vous n'avez pas le droit d'être une Smart City. Juste pour certains, ceux qui savent pas, la Smart City, il y a très longtemps, a été inventée par notamment IBM dans le but de vendre des ordinateurs. C'est la même histoire industrielle que les pneus Michelin. Vous savez, on fabrique des pneus, puis après on a inventé les cartes de France et les guides Michelin qui permettaient aux gens d'aller se promener et de faire du tourisme partout en France. Pourquoi on voulait qu'ils fassent du tourisme? C'est qu'ils allaient prendre leur voiture et ils allaient user leurs pneus, donc on allait vendre plus de pneus à la fin. Donc les guides Michelin et les cartes Michelin, comme vous les imaginez, il faut savoir que c'était pas un but en soi, le but était de consommer du pneu. Le but d'IBM était de consommer du hardware. Alors maintenant, on est passé à d'autres étapes, mais c'était ça. C'était la Smart City, une ville hyper connectée pour que les vendeurs d'ordinateurs puissent vendre leurs ordinateurs. Ça, c'est le point de départ. Maintenant, on a des définitions qui sont venues un petit peu altérer un petit peu cette définition-là, et heureusement. Moi, ce que j'ai envie de juste dire en conclusion, et je m'excuse comme le temps passe, donc il y aura peut-être des questions qui seront sans réponse, mais je pense que ce type d'initiative, et Willy l'a très bien dit, c'est qu'il faut commencer par le commencement quelque part. Il parlait de cette dame qui vend des bananes, il parlait de ce monsieur avec les souliers sur la tête, donc on est exactement sur ce genre de choses, et c'est cette intelligence-là qui doit nous intéresser et qui doit être
fédératrice d'idées d'innovation et de planification de gestion. Donc on doit partir de cette compréhension. Les gens ne font pas les choses par hasard, les gens font des choses parce qu'il y a une réflexion derrière qui fait qu'ils ont optimisé soit le flux financier, soit des fois c'est de l'efficacité sociale. Hein. On sait qu'il y a des exemples où financièrement c'est pas forcément la meilleure manière de faire, mais que socialement c'est la meilleure. Donc il y a une certaine efficacité derrière tous nos actes et derrière ces usages de la ville, et c'est ça qui m'intéresse et c'est vers ça que j'aimerais aller. Il faut, je pense, s'enlever de la tête d'une voie tracée ou d'une exhaustivité des choses. Et est-ce qu'on doit réunir tous les acteurs? Non, on ne doit pas réunir tous les acteurs. Non, surtout pas. Parce que si je commence aujourd'hui à négocier avec l'ensemble des acteurs, je ne sais pas trop quoi, puisque le projet n'est pas sorti, eh bien, je n'arriverai pas à mettre les ministères en charge autour de la table. Et on va commencer à jouer chacun de ses prérogatives et chacun va essayer d'empêcher l'autre. Bon, donc on ne peut pas réunir tout le monde. Il faut, comme je le disais, trouver le système pour commencer à alimenter la machine, et une fois que la machine est suffisamment grosse, une fois que ça a fédéré suffisamment d'acteurs, ben à un moment donné, les gens vont commencer à adhérer au projet. Mais il faut en faire la démonstration. C'est peut-être ça l'intelligence que nous, on doit mettre en place, c'est de dire commençons et arrêtons, enlevons-nous de l'esprit cette idée qu'on peut gérer la totalité et que tout est circonscrit par des formes finies. On est sur des notions de plateforme, sur des formes qui ne sont plus finies mais discrètes, et donc on doit aller comme ça sans avoir une vision totale et une vision articulée de l'ensemble des acteurs. Et c'est peut-être ça, c'est que nous, on a dans nos esprits de non-natifs du numérique, on a dans nos esprits quelque chose, des diagrammes en arbre où chaque décision fait une autre décision, fait une autre décision et on doit tout rassembler. Et là, on est vraiment plus sur des formes, on est vraiment sur des formes diffuses cette fois-ci, où on essaie de se repérer à l'intérieur de ces types de magma et de pouvoir faire avancer la machine comme ça. Donc, on doit aussi nous changer nos logiciels pour commencer à comprendre les véritables enjeux, le véritable enjeu du numérique. Et donc, c'est une invitation à remettre en cause, à remettre sur le métier, à remettre l'ouvrage sur le métier, comme on dit. C'est que dans nos propres pratiques au quotidien et de la ville et de nos professions, de pouvoir garder et remettre cet enjeu critique là derrière. Je m'arrête là parce que je suis très bavard, vous l'avez compris, et donc on va en avoir pour beaucoup trop longtemps, et malheureusement je dois vous quitter pour d'autres rendez-vous. Mais en tout cas, merci à Willy pour l'invitation, et je suis à disposition pour prolonger une fois ou l'autre ces discussions passionnantes. Merci beaucoup, Jérôme, en tout cas à toi pour avoir accepté d'être l'invité pour cette session. En tout cas, on reste ensemble, et merci à tous les participants qui se sont connectés de partout, de Paris, de Douala, du Sénégal. Et en tout cas, si vous voulez vous joindre à nous dans l'initiative du laboratoire, franchement, nous on est ouverts, on est vraiment ouverts à la critique, à la réflexion. Et les villes, nous allons choisir une ville comme ville pilote. Naturellement, ça va être la ville de Yaoundé parce qu'on aimerait avoir une démarche plutôt orientée action. On prend une ville comme celle de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Et on le disait tout à l'heure, on est très content d'ailleurs qu'aujourd'hui soit la fête de la jeunesse. Aujourd'hui, les jeunes sont là. On réfléchit sur qu'est-ce que nous pouvons faire pour les villes de demain. Et on l'a dit, le thème de la jeunesse cette année, c'est jeunesse, paix, pour la décentralisation et l'implication des jeunes dans la gouvernance locale. Donc, ça veut dire que le gouvernement aujourd'hui a compris qu'il est temps d'impliquer les jeunes dans les questions de gouvernance locale. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire? Quelles réponses nous pouvons apporter à tout ça? C'était vraiment l'idée aujourd'hui de cette rencontre. Et merci à tous. N'hésitez pas à laisser vos contacts pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. On restera certainement dans un groupe. Et puis, merci beaucoup, Jérôme, depuis Dakar. Et à très bientôt. On reste en contact. Merci beaucoup. Merci. On va allumer peut-être
On va allumer nos caméras pour ceux qui veulent bien pour faire une photo de famille en ligne, pour ceux qui sont connectés. Un selfie pour ceux qui sont en ligne. Allumez juste vos caméras si ça ne vous dérange pas. On va faire une photo de famille groupée. Voilà. Alexandra, tu peux faire un screenshot ou Derek de l'autre côté. Ça marche très très bien. Pour le compte rendu, ce serait super. Ok, merci. Merci beaucoup et à très bientôt. Inch'Allah. Au revoir. Au revoir.